essayer maintenant de parler plus largement des différentes parties prenantes d'un habitat participatif et de ce que voilà, ça va pouvoir nous permettre d'embrayer sur tout ce que l'habitat participatif nous donne comme éléments qui pourront peut-être nourrir l'habitat plus traditionnel, notamment en matière d'espace partagé. Mais voilà, pour bien comprendre tout ça, il faut qu'on ait un mot sur les rôles des uns et des autres. Alors, je vous représente Pierre Servin, voilà, je rappelle, vous êtes sociologue spécialiste dans l'habitat participatif et dans la question de la mise en commun de l'habitat dans les habitats participatifs. Mais si vous avez votre casquette, c'est parce que vous êtes désormais habitant, et c'est en ça que vous venez nous présenter votre expérience. Habitant d'un logement participatif du côté de Rennes qui s'appelle Écoumène, et du côté de Brest, pardon, j'ai écrit Rennes, mais rien à voir du tout. Ouh là là. Et ça s'appelle Écoumène et on va le présenter dans quelques instants. Mais d'abord, Carole Samuel, pour vous représenter, vous êtes vous engagé depuis plusieurs années sur l'habitat participatif. Vous allez nous raconter comment tout ça est venu. Et en tout cas, depuis quelques années, vous en faites même votre travail, puisque vous accompagnez des projets d'habitat participatif, et notamment avec le PA de Saint-Étienne. C'est peut-être ce qui vous permet de connaître Pierre Chazot, Jean-Marc Chazot, voilà, décidément. Jean-Marc Chazot, puisque il vous a plusieurs fois cité. Alors, on l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure, vous êtes intervenu ce matin du côté du public, ça en fait des casquettes qu'on échange les uns les autres. Mais si vous voulez bien nous rappeler un petit peu, voilà, vous participez à accompagner des projets d'habitat participatif. Avant de nous dire en quoi ça consiste, comment ça vous est venu? Parce que c'est, on imagine, un de ces métiers un petit peu récents aussi aujourd'hui dans le domaine de l'architecture. On a beaucoup de métiers comme ça qui se créent pour faciliter les projets, que ce soit aux différentes échelles, mais notamment dans l'habitat participatif, et c'est le vôtre, d'accompagnatrice de projets participatifs. Oui, merci de cette présentation. Du coup, comment ça m'est venu? C'est vrai que c'est une bonne question. J'aime bien quand on me la pose parce que du coup, d'où ça vient qu'on se retrouve dans cette situation un peu folle d'accompagner des projets d'habitat participatif? En fait, c'est pas très glamour. En fait, j'ai grandi dans un lotissement, c'est ça. Ça paraît pas très glamour, mais en fait, dans ce lotissement, les familles étaient arrivées tout en même temps et avaient un peu toutes le même profil. Et le fait d'arriver en même temps et d'éprouver la difficulté de construire leur maison individuelle, ça les avait reliés. Il y avait un petit peu des enfants à peu près du même âge, et donc il y avait cette solidarité que j'ai vécue, mais très simple, que beaucoup de gens ont connue. Voilà, cette solidarité de village dont on parlait ce matin dans les échanges. Et donc après, moi, je me disais, moi j'ai envie de cette solidarité. Par contre, le côté de la propriété intellectuelle, ça n'est pas resté dans les choses que j'ai recherchées. Bizarrement, on garde des choses et on en laisse certaines. Donc du coup, j'observais ce qui pouvait me correspondre comme lieu de vie pour m'installer. Voilà. Et il y a eu un projet de réhabilitation d'une maison très ancienne, mais plutôt commerçante, assez bourgeoise, près de là où j'ai grandi. Et justement, ça fait écho à un mot qui a été dit en introduction, ce matin, sur l'intérêt d'avoir une accroche en fait, au respect du bâti. Donc moi, on voit que ça m'intéressait. Il y avait un bâtiment qui représente l'histoire de là où j'ai grandi, un bâtiment commerçant ancien, et qui était en rénovation avec une approche habitat participatif. Là, je ne connaissais pas ce que c'était l'habitat participatif. Donc je dis, tiens, je vais aller visiter. Il y avait une réunion publique, je vais aller voir ce qui s'y passe. Et là, il y avait un architecte qui présentait le projet. Et en fait, c'était le frère du porteur de projet. Et donc, il présentait justement ce projet-là avec toute cette approche de l'intérêt pour le bâtiment, mais aussi relié avec l'intérêt pour le lien social avec les futurs habitants. Donc, j'ai trouvé ça formidable. Et puis là, il y avait une petite dame, parce que dans l'habitat participatif, il y a plein de gens très gentils. Et du coup, qui me dit, mais si vous avez du temps, ça a l'air de vous intéresser, venez nous aider. On est en train de créer une association pour porter l'habitat participatif à Lyon. Bon, à ce moment-là, j'habitais à Lyon. Et donc, je me suis investie au départ en tant que bénévole dans cette association. Sans vous-même être dans un habitat participatif? Tout à fait. À ce moment-là, c'était juste une petite idée dans ma tête. Enfin, en découvrant ça, je me suis dit c'est intéressant. Et je me suis investie en tant que bénévole, juste comme ça, pour découvrir ce milieu-là et peut-être un jour
être une future habitante. Mais bon. Pardon, juste sur cette association, c'était des habitants de logement participatif qui portaient ça ou pas forcément? Certains avaient ça en tête? Il y avait un peu les deux. Il y avait donc des personnes qui étaient en cours de montage d'un projet. Il y avait des personnes qui connaissaient le concept et qui vivaient dedans. Voilà, des personnes qui ressemblent au profil de Luc, qui avaient monté leur projet dans les années 80. Et donc, il y avait moi qui n'étais pas encore dans un groupe et qui était juste là en train de découvrir. Donc, on était un peu tous différents, mais tous un peu mobilisés sur ce sujet-là. Donc, au départ, on cherche un lieu où habiter, puis finalement, on en développe autre chose. Pourquoi j'ai développé ça? Parce qu'en fait, disons que j'ai eu un parcours scolaire autour de l'architecture d'intérieur, on va dire. Et après, tout de suite, j'ai travaillé plutôt sur la réalisation des projets. Pour moi, c'est important de penser, mais aussi de faire. Et donc, je faisais du suivi de chantier dans des agences d'architecture. Donc là, ces copains-là dans cette association m'ont dit, en fait, toi, tu as des compétences qui sont intéressantes pour les projets. Et il y a eu en 2014 une première formation en France pour être accompagnateur de projets d'habitat participatif. Cette formation, elle a été proposée par une personne qui venait d'Allemagne, qui était installée en France depuis 15 ans à peu près, et qui avait connu en Allemagne tout l'habitat participatif, disons, plus confortablement installé dans le pays, puisque là-bas, il y a beaucoup de projets. Et du coup, ça vous a donné cette nouvelle casquette-là, de là, entre la formation et le fait de l'exercer, est-ce que vous avez tout de suite eu des demandes? Est-ce que vous-même vous êtes allé postuler, frapper aux portes je citais tout à l'heure l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, mais les groupes aussi, les groupes constitués peuvent venir vous voir pour que vous les aidiez, Ouais. je crois, savoir? Alors, oui. Alors, oui, j'avais, en fait, à vrai dire, il y avait des demandes parce qu'en fait, il y avait personne qui faisait ça. Et il y avait des groupes comme l'a témoigné Jean-Marc qui avaient essayé de faire tout ça tout seul et qui s'étaient rendu compte que c'était vraiment difficile et qui avaient senti le besoin d'être accompagnés. C'est de la maîtrise d'ouvrage délégué. Tout à l'heure, Jean-Marc disait on aurait dû passer par un maître d'ouvrage délégué. C'est pas exactement ça pour le coup. Non. Alors non, la maîtrise d'ouvrage délégué, c'est quelque chose de spécifique qui est vraiment porté par un acteur qui a un statut, disons une capacité à avoir une assurance spécifique. Moi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner le collectif. Donc, je vais être plutôt auprès du collectif ou alors auprès d'un acteur qui veut proposer un projet d'habitat participatif, une collectivité territoriale ou un bailleur social. Donc, moi, je vais vraiment être là pour accompagner le projet sur des piliers, en fait, que ceux qui connaissent ma méthode, certains m'ont déjà vu l'expliquer. Du coup, je vais accompagner les collectifs sur autour de 4 piliers. La définition de leur objectif, on en a parlé ce matin, on a identifié qu'il faut un objectif qui soit clair, pas trop ambitieux, et des fois un peu avec des phases. Donc je les aide à définir leur objectif, l'objectif du projet. Je les aide à définir une organisation, comme l'a très bien expliqué Pierre ce matin. On voyait bien dans son explication que c'est important de s'organiser pour arriver à quelque chose collectivement. Et je les oriente dans le modèle juridique et financier. Pour moi, c'est le même pilier, il va un peu avec parce qu'il y a des vases communicants. On choisit notre modèle juridique en fonction de nos valeurs et de nos circonstances financières. Donc, je les aide, je les oriente. Je ne suis pas juriste, mais je les aide et je les oriente. Et puis, je les aide à définir ce qui est un cahier des charges afin qu'ils puissent rentrer en relation après avec les acteurs, disons, plus classiques d'un projet immobilier, mais avec un projet qui est exprimé clairement et qui pourra se dérouler le plus normalement possible, on va dire. Je me tourne vers mon voisin. Alors, Pierre Servin, on entend par la voix de Carole Samuel ce métier, ce nouveau métier d'accompagnement de projets participatifs. On peut imaginer, je lance ça totalement au hasard, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu dans d'autres formes des accompagnements à d'autres époques sur des projets d'habitat participatif. Puisqu'on évoque la question des parties prenantes autour de l'habitat participatif, je dois même dire que le fait d'avoir un architecte, ça peut aussi être, non pas interrogé, mais en tout cas être une source d'étonnement dans le sens où on a un peu l'image habitat participatif, autoconstruction, sans avoir l'idée que, bon, de toute façon, à partir d'une certaine surface, on est de toute façon obligé de passer par un architecte, mais au-delà de ça même, on peut se dire que peut-être les habitants peuvent avoir l'envie, voire mettre en œuvre eux-mêmes leur propre plan. Je ne sais pas si il
on a des cas comme ça où l'architecte se retrouve à signer juste un permis déjà fait par des habitants. Mais voilà, j'aurais voulu vous demander de quelle manière, en fait, qui sont un petit peu tous ceux qui participent au projet d'habitat participatif, au-delà des habitants, évidemment, que nous avons entendu à l'instant. Alors ça, c'est une question de participation. Je n'ai pas préparé particulièrement cette question-là. D'ailleurs, vous avez votre casquette d'habitant, donc forcément, c'était pas... ouais. Il y a un ensemble, je ne ferai pas faire la liste entière, hein, comme tu disais tout à l'heure, comme quoi il y a une liste... mais effectivement, il y a les professionnels. Alors dans les professionnels, il y a les architectes, il y a tout ce qui est collectivité. Il y a du coup un nouveau type de professionnel, c'est les professionnels de la participation, professionnels de l'accompagnement, qui n'existaient pas dans les années 70-80 et qui est apparu dans les années 2000. Et ça s'est vraiment structuré avec le mouvement aujourd'hui de l'habitat participatif, dans lequel fait partie Habitat Participatif France, dans lequel Habicop a été un des lobbies principaux, qui a fait en sorte que ça a été entendu par les institutions. Je peux en parler d'ailleurs, ça, il y a un peu de la loi Allure, ce genre de choses. Il y a qui autre comme donc les architectes, je crois que j'ai pas connaissance moi de groupes qui n'ont pas fait appel à d'architectes. Je crois que ça n'existe pas. Dans l'absolu, ça peut exister, hein, mais moi j'en connais pas en tout cas. On peut se passer d'un promoteur, on peut se passer d'un maître d'ouvrage. Ça se passe bien ou ça se passe mal, ça s'est très bien passé. Je ne fais pas la liste entière. Ouais, d'accord. Il y a aussi les voisins à côté. Je veux dire, c'est aussi un acteur qu'on cherche à mobiliser, qui fait partie du paysage aussi. En tout cas, bon, réponse un peu de Normand, mais alors en tout cas, il y a différents cas de figure et ça va prendre différentes formes. Ça réussira ou ça réussira pas, mais on a le noyau indispensable de l'habitant, de l'architecte. Je ne sais pas si on doit l'élargir, mais après, autour, on va avoir un accompagnateur ou pas, on va avoir un maître d'ouvrage ou pas, et ça peut aussi très bien se passer ou très mal se passer, mais c'est pas ça qui fait dépendre directement l'échec ou la réussite du projet. Il y a des questions de capacité en fait. En tant qu'architecte, donc voilà, un habitat groupé, vous imaginez construire un bâtiment, et du moment que vous imaginez construire un bâtiment, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de la modification que vous allez faire dans l'environnement. Et il y a notamment une loi qui dit que l'architecture est d'intérêt public. Voilà, c'est d'intérêt général que les bâtiments soient beaux, confortables et sûrs pour la sécurité des personnes. Voilà, donc de cette responsabilité, vous devez organiser une construction et le travail d'un architecte de telle manière que l'architecture soit la plus beau possible. Voilà. Et c'est intéressant ce débat entre la loi et la manière de s'organiser entre nous, la manière de participer entre nous, parce que ça pousse les architectes à parler aux citoyens sur ce qu'est l'architecture, voilà, quelle forme peut prendre cette architecture. Donc c'est un travail de pédagogie, voilà. Et pour les habitants, c'est un travail de responsabilité de trouver la meilleure manière de faire de l'architecture. Alors c'est vrai que les habitants, comme toute un peu autoconstruction, ont envie aussi de faire cette architecture, voilà, ont envie de participer et sont souvent très présents dans l'acte de construire leur habitat partagé. Et il faut trouver pour l'architecte la bonne mesure, voilà, qui consiste effectivement à laisser les futurs habitants s'épanouir dans la manière d'imaginer leur bâtiment, mais aussi de ne pas perdre leur autorité au moment où il faut dessiner des façades, choisir des couleurs, faire que le bâtiment soit beau. Donc il y a un équilibre qui est lié, je dirais, à l'autorité et à la pédagogie, voilà, et qui est important, qui fait, je dirais, notre vivre ensemble dans un paysage urbain de qualité. Et vous qui avez des clients individuels et des clients de groupes participatifs, vous avez le même rapport avec l'un et l'autre ou alors ils sont, parce qu'on sait que les clients, quels qu'ils soient, ont toujours un petit peu envie aussi un peu de prendre le crayon et de... Alors c'était le débat avec Carole entre midi et 2. Effectivement, l'habitat participatif, ça génère une relation avec notre client qui est assez proche de celui qu'on a avec un client qui fait construire sa propre maison d'habitat individuel, parce qu'on a une relation qui est un peu fusionnelle, qui est très charnelle, qui est très directe avec la personne, contrairement à d'autres formes de construction telles que les logements sociaux,
les immeubles de promotion, où on répond plutôt à un cahier des charges avec un certain nombre de T2, T3, ainsi de suite, puis un cahier des charges de prestations. Voilà, donc c'est vrai que la pratique, je dirais, d'accompagnement d'un particulier, voilà, entre tenir le crayon, voilà, cette relation un peu particulière, aide pour un habitat participatif. Ça joue sur la conception et sur la création, mais ça joue aussi sur le chantier. C'est très dur d'être maître d'ouvrage. Honnêtement, je pense que c'est un métier qui est extrêmement difficile, même pour un maître d'ouvrage professionnel, parce qu'en fait, le chantier est sous la responsabilité de l'architecte, mais le maître d'ouvrage vérifie un certain nombre de choses, et ce chemin conjoint maître d'ouvrage et architecte n'est pas facile. Voilà. Et c'est pour ça que pour des habitants, je pense que c'est vraiment dur. Pierre Servin, vous vouliez réagir sur ce lien entre l'habitant et l'architecte dans ce cadre-là? Ouais, je voulais dire, dans les années 70-80, donc il y avait le mouvement pour un habitat groupé autogéré, comme j'en parlais tout à l'heure, qui était surtout monté par des architectes en fait. Et ils ont écrit un livre qui est un livre référence en 1983, qui est très très intéressant, qui s'appelle Habitat groupé. Et il y a un article très très intéressant qui parle comme ça du lien entre les habitants et les architectes, et puis qui disent comme quoi c'est compliqué, c'est très très compliqué. Moi j'ai vérifié exactement les mêmes choses, c'est toujours très très compliqué. Il y a deux cas de figure, soit l'architecte, on dit que c'est super génial, c'était vraiment quelqu'un qui a tout compris et c'est une sorte de héros, soit ah bah ça s'est très mal passé, très conflictuel. La deuxième possibilité est beaucoup plus courte. Et en fait ça s'explique parce que on leur demande énormément aux architectes dans les habitats, dans ces habitats-là. Alors encore une fois, je dois bien dire, même si c'est quelque chose de normal, en tout cas c'est juste parce que ça dépend. Il y a des groupes où vraiment les habitants vont très loin dans la coproduction avec l'architecte, et puis d'autres où pas loin du tout en fait. Ça dépend vraiment quoi. Mais ceux qui vont très loin, eh ben, ils attendent de l'architecte. Déjà, le premier critère, c'est l'écoute. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'on demande habituellement à un architecte. Je veux dire, c'est pas le premier truc qui vient. Et là, c'est le premier truc qui vient, c'est de l'écoute. Que l'architecte soit capable d'entendre nos demandes. Or, les demandes, elles sont souvent démesurées, fantasmées. On croit que c'est un projet de vie, que ça va être fantastique. On veut un truc collectif génial, pas cher, et on veut qu'on ait tous des logements tout à fait différents les uns des autres. Il y a plein de... Et on veut que l'architecte soit capable d'entendre ça et répondre à tout ça. Et en même temps, on veut qu'on lui reproche, si jamais il écoute tout, de ne pas arbitrer, quoi. Et là, du coup, il y a des tensions comme ça, il y a des tensions contradictoires qui sont énormes. Et j'ajouterais juste que ça, c'était vraiment vrai dans les années 70-80, et c'est toujours vrai aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, il y a un autre corps de métier qui partage ce rôle-là, qui est un petit peu en plus un rôle tampon de celui contre qui on se bat, et que du coup, on se crée en tant que collectif contre quelque chose. Il y a un côté comme ça un peu bouc émissaire, il faut bien le dire. Et ben, c'est les accompagnateurs, qui ont aussi maintenant... souvent, pas tous bien sûr, ça se passe très bien souvent, mais moi je peux raconter beaucoup d'anecdotes où on en demande trop en fait, c'est ça que je veux dire moi, que les habitants en demandent trop, on fantasme trop sur la capacité des accompagnateurs à cristalliser la mise en forme du projet, et puis vraiment c'est pas des super-héros en fait tout simplement. Mais pour le coup, ça me fait penser à des remarques que peuvent me faire des amis architectes dans leur rapport avec leurs clients, encore une fois, des clients individuels. Et on peut tout à fait imaginer que dans le cadre d'un groupe, tout ça est exacerbé, bien sûr. Jean-Marc Chazot, vous vouliez réagir, et puis ensuite Carole Samuel. Oui, deux réactions. D'abord sur le lien avec l'architecte. Effectivement, notre architecte, c'était son premier chantier avec un habitat participatif. Et il a été très dans l'écoute. Et moi, j'ai envie de dire, en tant que maître d'ouvrage, trop. Et j'aurais aimé qu'il mette plus de freins. Et c'était à nous de mettre les freins. On n'a pas forcément su le faire. Mais lui, il sort mal de cette collaboration. Ça fait 6 ans qu'on y habite. Il n'a pas mis les pieds chez nous depuis 6 ans parce que certaines personnes qui se sont comportées comme des salauds avec lui dans les derniers temps. Et ce n'étaient même pas les maîtres d'ouvrage, les gérants de la coopérative. On était tous les trois, ça s'est bien passé avec lui. Mais la fin a été très dure. Parce qu'il a trop ouvert les vannes. Et moi, j'étais peut-être un peu colcose. Mais je m'imaginais au début du projet qu'on allait faire des boîtes assez semblables. Et ça s'est diversifié. Et à un moment donné, ça aurait pu nous coûter très cher de faire comme ça.
Et l'architecte, en premier, il aurait compté vraiment toutes les heures qu'il a fait pour on aurait payé beaucoup plus cher. Et ça lui est pas été, il n'a pas été récompensé de ça, puisqu'il y a eu des rapports. Et moi, avec mon voisin, enfin notre voisin, qui est lui aussi architecte, on avait un cas un peu spécial. Notre envie, c'est de l'inviter un jour pour le faire venir dans notre habitat au bout de 6 ans. Mais c'est dommage. Et alors l'autre intervention, c'était par rapport au MOD. Donc effectivement, nous, quand on a démarré, soit on prenait un MOD, les AMO, ça n'existait pas. Enfin, MOD, maître d'ouvrage délégué. Maître d'ouvrage délégué, pardon. Et les AMO, assistant à la maîtrise d'ouvrage. Assistant à la maîtrise d'ouvrage, ça n'existait pas. Abicop commençait de le faire un petit peu de façon associative, mais uniquement pour les coopératives d'habitants, ce que nous n'étions pas. Et donc effectivement, c'est un métier qui est hyper intéressant. Alors effectivement, je pense comme toi qu'ils vont prendre les coups petit à petit à la place des architectes ou d'autres. Mais il est intéressant. Et pour prendre l'exemple des communs d'abord, qui est le projet qui, j'espère, va s'installer dans les 2 ans à côté de chez nous, ils ont commencé avec un AMO qui les a aidés sur le plan de la gestion du groupe. Ça aussi, c'est ce qu'on avait poussé en disant, nous, on n'a pas eu assez de temps de travailler là-dessus parce que le groupe, il a beaucoup changé et la gouvernance, toutes ces choses-là, il faut passer du temps. Donc, ils ont commencé avec une AMO qui leur a les a aidés dans ce boulot et ils ont pris un autre AMO ensuite. C'est une association, je ne sais plus comment elle s'appelle, pour le côté assistance à la maîtrise d'ouvrage, mais cette fois technique. Alors là, ils vont très loin, ils ont mis les curseurs assez haut pour ça, mais c'est peut-être très bien. Mais c'est vrai que ces assistants, on en aura besoin dans le futur pour aider ces projets, parce que, tu l'as dit, hein, on n'est pas du tout maître d'ouvrage. Moi, je ne le referai jamais, ça. Je referai 10 fois notre projet, et 10 fois, je ne referai pas assistant de maître d'ouvrage. Très simple, je prends le métro au passage. Il y a aussi une autre solution qui a été le cas du groupe du 4 mars, qui est une acquisition dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, suivant la loi Chalandon. Ça marche aussi très bien si le projet est porté par quelqu'un d'autre. Carole Samuel, sur alors, en réaction à tout ça et même encore plus maintenant en réponse un peu à tout ça, peut-être si vous avez des expériences à nous relater de votre rôle et de la difficulté que ça peut avoir, qu'on peut comprendre en tout cas. Je vais d'abord commencer par le point de la position des AMO. En fait, oui, c'est vrai ce que dit Pierre. En fait, c'est vrai que l'AMO, donc l'accompagnateur, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, définir un peu après, c'est ce que je voulais proposer de faire. En fait, il a une position qui est assez spécifique et qui prend des coups. Donc ça, c'est tout à fait vrai ce qu'il dit. Donc en fait, je ne l'ai pas dit tout à l'heure parce que je me suis dit, bon, est-ce que je le dis ou pas. En fait, au moment où j'ai fait ma formation, j'ai eu quand même 3 mois de réflexion à la fin de ma formation, ayant pris conscience de l'épaisseur nécessaire pour ce métier-là. L'épaisseur en termes de compétences, il faut des compétences très larges et assez profondes, et il faut également une stabilité, je dirais peut-être psychologique ou émotionnelle, je ne sais pas, pour accompagner un collectif. C'est un ensemble de personnes, chaque personne a sa recherche dans le projet, vient avec ses émotions, c'est des projets très importants pour les personnes, ils construisent leur habitat, c'est un projet de vie, donc c'est quand même un métier fort, quoi. Donc je me suis posé quelques questions, puis après je me suis dit, bon allez, j'ai pas fait ce chemin pour ne pas le faire, j'avais des demandes, donc du coup j'y suis allée. Cela étant observé et conscientisé par, en tout cas moi dans mon parcours, ce que j'invite toujours quand les groupes viennent vers moi, c'est je les invite à rencontrer aussi d'autres accompagnateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi je leur dis, donc je leur présente qu'est-ce que le rôle de l'accompagnateur, et je leur dis attention, moi je vais venir pour vous aider à avancer, mais je vais vous secouer. Donc du coup, ça veut dire que je leur explique qu'il va falloir qu'on ait un lien de confiance entre eux et moi. Et donc à des moments où quand ils viennent me secouer, en fait je leur explique pourquoi ils sont en train de me secouer. C'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui est désorganisé dans le fonctionnement. Donc on revient aux essentiels que j'ai posés quelques mois, quelques semaines, quelques années avant, et on revient et on restructure. Donc c'est très important d'avoir un lien de confiance, et c'est OK aussi que le groupe prenne un peu l'accompagnateur comme pour cristalliser ce qui les angoisse, ce qui les stresse. Comme ça fait une espèce de barrière vis-à-vis, je fais une petite transition, vis-à-vis des acteurs qui sont autour du projet. L'architecte,
Donc là, on a vu plein d'acteurs, bailleurs sociaux, maîtrise d'ouvrage délégués, tout ça. Donc ce que je voulais parler dans un deuxième temps sur cette réponse, c'est un petit peu le rôle des acteurs. Donc moi, quand j'accompagne, j'identifie des grandes phases. À chaque grande phase, en fait, il y a des acteurs différents. Donc la première phase, c'est la phase où le groupe se cristallise, il va rencontrer des associations locales. La deuxième phase... Pardon, juste pour préciser, on est bien d'accord que quand vous dites des acteurs différents, et même différents aussi d'un projet à un autre, c'est-à-dire que vous adaptez à chaque fois, oui, c'est ça. C'est ce que je vais essayer de clarifier, mais du coup, comme ça, c'est bien, vous le dites bien. Donc du coup, une fois que le groupe s'est constitué, il sait où il veut aller. La deuxième phase, le deuxième temps, c'est bon, ok, on sait où on veut aller, mais alors quels sont nos moyens? Alors les moyens, c'est en argent, ça vous l'avez compris, mais c'est aussi quel est le temps que j'ai à mettre chaque mois sur le projet. Quelles sont les connaissances que nous avons? On a parlé ce matin d'éducation populaire, c'est un milieu où il y a beaucoup de personnalités autour de l'éducation populaire. Moi, ça me tient à cœur. Pour moi, l'habitat participatif, c'est une démarche qui permet d'acquérir des compétences. Mais on ne va pas peut-être vouloir toutes les acquérir. On en a peut-être déjà. Donc on regarde ce qu'on veut acquérir comme compétences, ce qu'on ne veut pas apprendre et ce qu'on sait faire. Et avec ces données-là, on se dit, on va travailler avec tel ou tel acteur. Donc, suivant ce qu'on va avoir comme chemin à parcourir, dans tous les cas, on a un architecte quelque part, mais soit on va être en relation directe avec l'architecte. Donc là, on a une posture d'autopromotion. Donc, quoi qu'il en soit, le groupe est maître d'ouvrage, mais soit il va, en autopromotion, assumer directement son rôle de maître d'ouvrage. Soit il va se dire, bon, c'est chaud quand même, un maître d'ouvrage pour un projet d'immobilier collectif, donc je vais aller chercher un acteur qui a l'habitude de faire ça. Et là, il va aller chercher un promoteur ou un bailleur social qui est d'accord, comme on l'a vu sur le village vertical, pour faire la réalisation pour le groupe. Il va peut-être prendre aussi un bailleur social pour faire comme le projet de Luc, carrément la gestion du locatif pour le temps où on sera dans les lieux. J'espère que j'ai un petit peu essayé de remettre un peu les acteurs dans chaque... Tout à fait, et merci beaucoup pour c'est une bonne synthèse effectivement des différentes situations qu'on a vues jusque-là. Il y a quand même un aspect particulièrement important dans votre profession et qui a l'air de revenir aussi depuis tout à l'heure à travers les différentes expériences, c'est l'aspect psychologique et social. On travaille avec des humains en fait. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé quand vous disiez à l'instant, chacun arrive avec, je sais plus, avec son vécu, son expérience, ses émotions. Déjà, j'aimerais bien vous demander, d'ailleurs, j'imagine que c'était une partie importante de votre formation. Peut-être même, est-ce que même vous n'avez pas un passif, je sais pas, d'une formation universitaire là-dedans parce que, j'imagine que toute bonne partie de votre travail est là, quoi. Alors, en vrai c'est marrant parce que j'ai eu une question juste dans un covoiturage la semaine dernière. Mais comment tu as appris à faire ça, en fait? Et en fait, je ne sais pas, j'ai pas de formation là-dessus. Alors, j'ai attrapé quelques petites formations d'une journée quelque part, voilà. Mais je n'ai pas de formation complètement profonde sur ce sujet-là. Cela étant, il y a une de mes collègues en Normandie qui, elle, vient de ce milieu-là. Moi, je pense que ce qui était le plus important pour moi, en tout cas, c'était d'avoir vraiment des connaissances sur le projet immobilier, les responsabilités juridiques d'un maître d'ouvrage, qu'est-ce que la maîtrise d'œuvre, qui sont les acteurs. Je dirais que l'aspect humain, c'est quelque chose qu'on développe par l'expérience. Donc, on voit des fois dans les écrits, quand ils sont de bonne qualité ou quelque chose comme ça, ou dans les échanges, que c'est une démarche humaine, l'habitat participatif. Donc, quelque part, peu importe si on y arrive ou pas, mais les personnes sortent souvent autrement d'une démarche comme celle-là. Ça fait d'ailleurs écho, je n'ai pas pris ma note avec moi, mais à un texte qui est dans l'exposition qu'on a visité ce matin, qui dit que c'est un texte sur la méditation qui dit que quand on médite, on est différent au moment où on sort de notre temps de méditation que là où on était entré. Et pour moi, ça m'a tout de suite fait « Ah bah oui, c'est exactement comme l'habitat participatif ». On va continuer, on a pris un peu de retard, mais on va en venir à la question qui nous anime aujourd'hui. Et
j'en profite pour la reposer, quand on dit partager l'espace, une solution pour l'habitat, il y a un petit peu de manière d'y répondre entre ce qu'on a vu depuis tout à l'heure via l'habitat participatif. Donc, est-ce que l'habitat participatif est une solution pour l'habitat ? Et vraiment, je vous remercie 1000 fois de toutes ces expériences-là et de tout ce que vous nous avez dit depuis ce matin, ce qui nous permet, je crois, j'espère en tout cas, de nous faire un bout de notre propre opinion là-dessus. En tout cas, on comprend bien tous les enjeux qui sont reliés à ces questions d'habitat participatif. L'autre manière de répondre à la question, c'est en nous inspirant de l'expérience de l'habitat participatif, qu'est-ce qu'on peut intégrer comme espace partagé dans l'habitat plus conventionnel. Et c'est ça dont j'aimerais bien qu'on parle dans un instant, juste après. Je suis comme un animateur télé qui annonce la pub. Juste après, une petite présentation d'Ecoumène. Alors, on a vu déjà plusieurs exemples d'habitat participatif. Un dernier qui a peut-être des points communs avec ce qu'on a vu, des différences, on va le voir tout de suite. En tout cas, c'était évident, tant qu'à vous avoir, Pierre Servin, de pouvoir dire un mot spécifiquement de là où vous habitez. Et peut-être je vais vous laisser d'ailleurs l'ordinateur, comme ça si vous voulez faire défiler les slides en même temps. Donc en fait, je suis la pub. Exactement. Et voilà, avec espace ou droite, oui, effectivement. Bon, alors rapidement, donc moi j'habite à Ecoumène, qui est un habitat participatif à Brest. Alors l'historique d'abord, ça c'est la photo d'abord, ça c'est la photo de la crémaillère, un moment très très important dans tous les habitats évidemment, mais comme c'est un habitat collectif où on a remué ciel et terre et tout le monde, tout notre réseau pour dire que c'était un truc incroyable, forcément le crémaillère ça prend beaucoup de place. Là ce qu'on voit derrière, en haut je veux dire, c'est la salle commune qui n'est pas encore construite à ce moment-là, et ce qu'on voit tout en bas là, c'est dans l'angle, c'est le bâtiment qui est en bois. Alors, est-ce qu'il y a la photo de le truc en entier ? Voilà. Ça, c'est l'immeuble construit entièrement, du coup. Et puis, la partie rouge, donc, du coup, qui est en bas à droite, là, c'est le local, qu'on appelle le local associatif. Voilà. On ne dit pas la salle commune, on dit le local associatif. C'est important pour nous. C'est un détail peut-être pour vous, mais... c'est le bâtiment qu'on a vu nu tout à l'heure. C'est le bâtiment qu'on a vu nu tout à l'heure. Du coup, on a pris la photo là d'une des fenêtres au-dessus en contre-plongée. L'historique assez rapidement. L'idée vient de 2006, la toute première idée d'un des habitants qui dit que la spéculation immobilière, c'est n'importe quoi, il faut arrêter avec ça. C'est la toute première idée. Ça date de 2006, mais la première réunion date de 2007. Pourquoi ? Bon, peu importe, mais parce que la personne est partie en Argentine, en vérité. Et il est revenu en disant, voilà, on a fait une réunion. Alors, quand je dis on a fait une réunion, c'est pas comme tu as posé plusieurs fois la question, est-ce qu'on est un groupe d'amis ? Alors nous, on n'est pas exactement un groupe d'amis, dans le sens où on n'était pas un groupe avant de monter ça. On est devenu un groupe en montant ça. Par contre, on avait pratiquement tous des liens d'amitié préexistants. Et amitié, c'est important, mais encore plus important que amitié, c'est on s'est tous connus dans des réseaux associatifs d'éducation populaire à Brest. Et ça, c'est très important parce que du coup, on savait qu'on avait confiance les uns en les autres, non seulement pour monter de tels projets, pour monter, pour un sens politique, et aussi pour... on dit que notre réseau, c'est du politico-festif. C'est une façon de faire de la politique, mais aussi en mettant la forme. Donc du coup, on savait très bien que... on se doutait en tout cas, qu'on arriverait bien à habiter ensemble, et que ça, c'est une forme de continuation, c'est une forme de projet de politico-festif d'éducation populaire. En tout cas, c'est comme ça qu'on le conçoit. 2007, on a monté le projet sur 2 fronts ensemble, qui est de chercher un terrain. Alors nous, on est tous brestois, très brestois, alors ça pouvait être... non, ça pouvait pas être ailleurs qu'à Brest, en fait. C'était Brest ou pas Brest. Donc on cherchait un terrain, on a sollicité la mairie, etc. Mais à cette époque-là, on nous disait que c'était un sujet, c'était quelque chose de privé et que c'est très sympathique votre truc, c'était très, très bien, mais non, c'est trop privé, on ne peut pas vous aider. Il y a eu des aides plus tard. Et puis en même temps, un statut juridique, parce que nous, notre point d'entrée, c'était l'antispéculation. Donc on a fait des statuts juridiques antispéculatifs et on a travaillé beaucoup là-dessus. Alors nous, c'est une SCI, Société Civile Immobilière. Donc le propriétaire de l'ensemble du bien, c'est la SCI. Et nous, habitants, on est propriétaire de parts sociales de la SCI. Et c'est ça qui nous donne légalement le statut légal, c'est qu'on est occupant à titre gratuit.
C'est le statut légal, quoi, je veux dire. Ça n'a rien de gratuit parce qu'en fait, on a quand même fait des apports à la société. Et comment on a fait ces apports? On a fait des emprunts bancaires. Donc, on est quand même, c'est une sorte de logique propriétaire, quoi, mais c'est une propriétaire collective. Et donc, c'est quoi l'idée centrale de l'antispéculation qui rejoint à ce niveau-là la coopérative? C'est de dire que finalement, si quelqu'un part, quand quelqu'un part, eh ben, il vend sa part sociale. Donc, ils ne vendent pas un bien immobilier. Donc, c'est évidemment pas annexé au bien, à l'évolution du marché immobilier. Donc, ce n'est pas possible de faire de la spéculation là-dessus. D'autant plus que le détenteur principal du capital social de la SCI, c'est l'association. L'association a 99%, d'ailleurs je crois encore, du capital de la société. Donc ça veut dire que quand je vends ma part sociale, je vends 1 euro en fait. Ma part sociale vaut 1 euro. Quand je pars, donc je peux revendre ma part sociale, je peux spéculer ce que je veux, je gagnerai 2-3 euros. Et puis je récupère mon apport, ni plus ni moins. Voilà l'idée. Enfin, il faut bien comprendre quand je dis ni plus ni moins que du coup ça veut dire que c'est une forme d'évaluation volontaire. On récupère. D'évaluation, c'est une façon de le dire. D'évaluation, c'est pas le bon terme. Mais je veux dire évidemment que si le marché de l'immobilier a monté par ailleurs, voilà, c'est un compromis, quoi. Volontaire au sens engagé, c'est ce que vous voulez dire? Engagé, c'est voilà, on fait ça exprès parce qu'on n'est pas d'accord avec la spéculation immobilière. Donc vous-même, vous ne voulez pas y participer? Donc je ne dis pas qu'on change le monde de la spéculation immobilière, ça serait beaucoup trop dire, mais juste on n'y participe pas. Voilà, c'est ça le truc. Après, ça c'était le point de départ, mais très rapidement, on a mêlé à ça l'envie de mener un projet collectif, de le gérer collectivement, de mener des projets, de faire des choses qui ont du sens. On voulait que ça soit écologique. À un moment donné, il fallait faire des arbitrages budgétaires. On était prêt à faire en sorte que ce ne soit pas écologique. C'est ça que je dis quand il faut faire des choix et des arbitrages. Donc à un moment, on était presque là. Bon, ça nous faisait mal, mais on en était presque là. Finalement, on est très content parce que là, c'est un habitat passif aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est passif? C'est que, alors parlons un petit peu architecture, c'est tout l'immeuble, il tient avec, alors je ne sais pas si on voit ça ici, je ne crois pas, il tient avec des paliers et des poteaux en béton. Corbusier, tout ça, béton. Et les murs eux-mêmes, là en bois, c'est pas seulement le bardage qui est en bois, c'est tout le mur. Ce sont des murs manteaux qui portent rien du tout. Et donc on voit les poteaux à l'intérieur qui portent tout. Ce qui nous fait une isolation super importante. On voit les grandes baies vitrées qui sont déjà qui sont fixes. Alors on peut ouvrir des fenêtres sur le côté, mais les grandes baies vitrées, elles sont fixes. Enfin les baies vitrées, je veux dire, qu'on voit à droite là, au milieu, c'est la cage d'escalier. Ça on peut ouvrir. Et puis ça, c'est plein sud-sud-ouest, ce qui est important, nous, parce qu'on en habite à l'ouest. Alors du coup, sud-sud-ouest, ça veut dire qu'on a vraiment une grande amplitude qui fait que voilà, c'est passif. Écologique aussi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que on a 2 machines à laver pour 6 foyers, pas mal quand même. On a aussi moins de voitures. En fait, il y a des voitures qui sont mortes de leur belle mort ou moins belle mort, mais en tout cas, on ne les a pas remplacées parce qu'on a un système qui fait qu'on se prête nos voitures mutuellement. Avec un système technique que je trouve intéressant à raconter, c'est qu'on a un système de réservation dans la buanderie où on marque quand est-ce que j'ai besoin de telle ou telle voiture. Voilà, on réserve la voiture en fait. Donc moi qui suis propriétaire d'une voiture avec ma compagne, on réserve notre propre voiture. Mais il faut y penser à l'avance. Mais est-ce que vous obtenez une compensation d'une certaine manière que d'avoir mis en partage votre voiture que vous avez achetée avec vos propres sous? Compensation avec qui? Je ne sais pas, est-ce que par exemple, il y a une certaine usure de la voiture, est-ce qu'elle vous est remboursée par exemple? Oui, on a un carnet où on marque les kilométrages et puis on a défini un système un forfait, quoi, un forfait de temps au kilomètre. Le forfait, c'est l'essence plus l'usure, c'est un forfait, quoi. Et l'argent qui est mis dans ce forfait-là, il vous revient à vous ou Oui, enfin. En compensation du fait que vous mettez... quoi. Oui, ouais. enfin vous. On paye au propriétaire De la voiture. Ouais, c'est ça, d'accord. Okay. Ouais. L'idée, voilà, c'est pour avoir moins de voitures et s'embêter moins, quoi. Non, mais en fait, ma question, c'est vrai qu'elle est venue du fait que je me demande de quelle manière ce sont des choses qui peuvent se faire de façon informelle et comme un service entre comment on dit? Entre cohabitants, voisins cohabitants, entre voisins cohabitants, ou alors si c'est quelque chose qu'on est forcément obligé d'un peu réguler aussi et d'organiser. Justement, c'est ce que je disais, un minimum de formalisation qui est la réservation. Voilà, faut réserver et puis il faut noter sur le carnet ce truc-là. C'est un minimum de formalisation. Ouais. Ça va un peu plus loin que juste te prête ma voiture, tu me prêtes ma voiture.
Combien de voitures? Alors, tout le monde ne participe pas à ça, alors du coup, c'est un peu bizarre de compter, mais en fait, bon, il y a 2 voitures pour 4 foyers. Sachant qu'avant d'arriver... Parce qu'il n'y a que 4 foyers qui utilisent les c'est voitures. ça, ça veut non, dire. enfin, il y a 4 foyers qui sont dans ce système-là de prêt de voiture. Et sachant qu'avant, ces 4 foyers-là, eh ben, c'était 2, 4, 6, 7 voitures. Donc on est passé de 7 à 3 voitures pour 4 foyers. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors ça, c'est l'intérieur de la salle associative. Quand on dit salle associative, c'est bien pour dire que c'est commun, pas simplement entre nous, mais c'est aussi une association d'éducation populaire, comme on dit, où on organise des trucs dedans, quoi. C'est-à-dire on organise notamment des soupes tous les... Alors ça, c'est un truc que je conseille à tout le monde qui fait des habitats participatifs. On fait une soupe partagée tous les premiers mercredis du mois. C'est vachement bien parce que c'est super pratique à faire. Ça ne donne pas beaucoup de boulot. En fait, nous, on fait une soupe, on amène des légumes et puis on fait la soupe. Donc les premiers légumes sont payés par l'association. Et puis après, on demande aux gens, vous venez avec votre manger ou pas, avec votre boire ou pas. Donc peu importe, s'il y a du monde, tant mieux. S'il n'y a pas de monde, c'est pas grave, on est entre nous et puis on fait notre truc. Et puis comme c'est tous les premiers mercredis du mois, ça ne demande pas un gros effort de communication, parce qu'une fois sur l'autre, on connaît la date, quoi. Et puis quand on parle, parce que tout le temps on parle de l'habitat, alors comment ça va chez vous? Nous aussi on en parle. Et on dit, viens à la soupe, voilà, premier mercredi du mois, 18h. Voilà. Ça c'est un truc super facile à faire, et puis génial, parce qu'il y a tout le temps du monde différent. Et c'est très très chouette. Donc on fait ça, on fait des donneries, vous savez le truc où je donne, et puis je prends des trucs même si j'ai pas donné, super sympa, des troc livres, on fait des choses comme ça. Et on met aussi à disposition la salle pour les associations qui le veulent, qu'on connaît pas, alors ils viennent jamais trop par hasard, mais quand même ça nous fait faire des rencontres. Voilà, des rencontres plus ou moins poussées. Alors ce qui est marrant aussi en ce moment, c'est qu'il y a l'EHPAD qui est juste à côté de chez nous, qui avait besoin d'une salle parce qu'il y avait une salle en construction, et puis du coup ils sont venus nous demander si ils pouvaient utiliser notre salle. Ouais, bien sûr. Et du coup ils trouvent ça très bien, et puis ils se disent même quand il y aura plus la salle en construction, on viendra ici. Qui de l'EHPAD vient? C'est le personnel ou le personnel de l'EHPAD qui viennent pour faire des réunions, et puis qui viennent aussi des fois avec des résidents. Donc c'est assez rigolo de savoir qu'il y a des réunions puis de l'EHPAD, et puis le soir des associations beaucoup plus engagées, on va dire. Donc voilà, ça c'est un palier. On avait vu tout à l'heure la photo, ça c'est un palier à l'intérieur d'un habitat. En fait, la porte noire qu'on voit un petit peu sur la droite, là c'est chez moi. Voilà pour l'essentiel. Une question? Un palier, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur du logement? Oui, ça c'est un palier intérieur. Ouais. D'accord, donc ça fait partie entre guillemets de la partie privative. Oui. D'accord. Ah ouais, tout à fait. Voilà, là c'était un week-end de discussion avec plein de monde, des associations qu'on avait. Le thème c'était qu'est-ce qu'on fait avec ce local? Est-ce qu'on l'ouvre à tout le monde, ou est-ce qu'on donne des conditions, notamment des conditions de est-ce qu'on demande d'être sur les mêmes valeurs, ce genre de choses. C'était la grande discussion. L'ouverture, c'est pas juste dire moi je suis tolérant avec tout et je suis super d'accord. Enfin, ça se travaille en fait aussi. Qu'est-ce que vous avez décidé du coup? Et là on est sur le mode de tout le monde qui nous demande, c'est bon. Et puis le jour Jusqu'au jour où il se passe un voilà, problème, ce qui pourra peut-être arriver, mais jusqu'à présent non. Merci pour cette présentation, Pierre Servin, qu'on applaudit aussi, même si on vous a déjà applaudi tout à l'heure, mais voilà, c'est dans la ligne. Merci vraiment à tous autant que vous êtes de nous partager. Je dirais juste un tout petit truc. Ouais. C'est plus facile de fermer les robinets de la rencontre que de les ouvrir. Voilà, c'est juste un truc. Vous voulez dire par là qu'on arrive avec des grandes idées et tout est ouvert et assez facilement, inévitablement, on finit par resserrer un peu le... Il y a le discours, on est ouvert, mais après il y a les pratiques. Les pratiques, c'est est-ce que je fais en sorte que la clé soit accessible? Est-ce que je fais en sorte que... est-ce que je fais en sorte que... Est-ce que je vais chercher ou pas? Et puis il y a toujours la réticence de « ouais, mais ça peut être intrusif, je peux me faire envahir ou quoi ?» Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile à dire, non, là, ça déconne, on arrête, parce qu'il y a eu du bordel, donc on arrête. Ça, c'est facile à faire. C'est beaucoup plus difficile à ramer pour dire... souvent, il y a des espaces communs, comme ça, où les gens ont le constat comme quoi ils sont sous-utilisés. C'est beaucoup plus courant que les espaces communs sont sous-utilisés que des gens qui disent on est envahi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis le robinet est plus facile à fermer qu'à ouvrir. Si tous les espaces de pub étaient comme ça, c'était pas mal comme petite intervention entre deux, on va dire, puisqu'on en vient, pour terminer là-dessus, avec une autorisation de déborder un petit peu sur l'horaire ou pas? Il est 16h. Ah, on avait dit fin à 16h30, c'est génial alors. Non, mais alors dans ce cas-là, attendez.
Ben voilà, c'est ça. Ben voilà, de tout ce qu'on a pu discuter maintenant, il y a peut-être une question qui me vient là. Je ne sais pas si c'est la question définitive, mais déjà juste bien préciser finalement en quoi les espaces partagés pourrait répondre aux enjeux d'aujourd'hui. Géraldine Dabrijon, en introduction, en citait quelques-uns, en parlant de... on imagine qu'en partageant des espaces, on va faire des espaces peut-être, des logements, des habitations peut-être un petit peu plus compacts. L'enjeu écologique est évident quand on parle de la diminution du nombre de voitures, la diminution du nombre de lave-linge. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est que tous ces espaces partagés, finalement, c'est du plus. Ça ne compense pas tellement des espaces qui sont dans les logements des uns et des autres. Jean-Marc Chazot qui réagit immédiatement. On va vous donner un micro, oui. Si, ça remplace bien. Et je pense quand même, nous les espaces partagés, que ce soit la buanderie où ça a supprimé une machine à laver chez chacun. Alors nous, le système, il a été un peu semblable à ce qu'on a entendu tout à l'heure, à savoir qu'on est venu d'abord avec les machines des uns et des autres. Et quand on a eu des machines à changer, parce que c'est des machines qui fonctionnent, il y a 10 lessives en moyenne par jour. Donc 10 en moyenne par jour, c'est des machines qui tiennent moins longtemps que d'autres. Donc après, on les a remplacées par 2 machines professionnelles. Pour le moment, on passe avec 2 machines pour 13 foyers. C'est un peu limite parfois, on s'en passera peut-être un jour à 3. Donc ça, c'est une machine qu'on n'a pas chez soi. Donc c'est de la place de gagner. Après, le lieu de séchage, la buanderie, lieu de séchage, si on la divise par 12, elle est toute petite. Donc c'est bien un gain de place. On a un atelier commun, on avait tous des outils. Donc alors la règle, ça a été de dire, quand on met quelque chose en commun, on s'en désapproprie complètement. Ce qui est plus facile à faire avec des outils. Il y a une fois quelqu'un qui qui voulait récupérer une table qu'il avait amenée, on lui a dit non, elle n'est plus à toi. Alors après, on a transigé parce qu'il y en a une autre qui va rentrer, mais dans un premier temps, on lui a dit non, c'est devenu collectif. Tous les petits appareils à raclette, tous ces trucs-là qu'on utilise 1 ou 2 fois par an, bon, ça ne tient pas beaucoup de place dans son logement, mais c'est surtout un truc inutile parce que pour l'utiliser 2 fois, on en a 7-8 sur une douzaine de foyers, là on n'en a plus que 2 et ça suffit amplement. Toutes ces choses-là, la presse, on a quand même certains journaux qui ne sont pas représentés, mais globalement, on a pas mal de journaux. Il y en a qui se sont désabonnés en disant ça va, on est déjà 3 abonnés ou 2 abonnés, ça suffit. Et on les met en commun après coup, mais il y a des choses, quand on lit Le Monde diplomatique, avec un mois de retard, c'est pas dramatique, surtout qu'il faut du temps pour le lire, Le Monde diplomatique. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on a mis en commun et c'est des choses en moins chez soi, mais sur le plan de la place, la plupart d'entre nous, on a diminué, alors nos familles diminuaient peut-être aussi en même temps, mais on a diminué de moitié la surface d'habitation qu'on avait avant de venir ici. Et les couples jeunes qui avaient besoin de grossir leur appartement l'ont moins agrandi que s'ils n'étaient pas venus Donc si, c'est vraiment un gain de place, donc une mutualisation qui est profitable. Et puis sur le côté plus dans la démarche, la mutualisation, elle permet de créer du lien social, bon ou mauvais. Tu l'as dit ce matin, mais c'est vrai que ça peut être du mauvais à un moment, c'est des débats, ça existe, mais ça crée surtout du lien social tout court qu'on n'aurait pas forcément. Moi, je vais vous dire, j'habite à un endroit où il y a un petit portail extérieur. Alors, on est fermé par rapport au quartier, mais on a un quartier qui reste encore sauvage avec beaucoup de squats la nuit. J'espère que ça va disparaître avec le dernier logement. Mais on est fermé donc par rapport à l'extérieur. Par contre, on est ouvert quand on fait des portes ouvertes, quand on fait la fête des voisins. Et moi, cette porte, elle me permet de sortir tout de suite. Le jour où je pars et que je suis pressé, je prends la porte. Je sors par là parce que je sais que j'ai croisé du monde et que je ne vais pas te dire moins que bonjour et puis très vite et je serai en retard. Donc je passe par là. Donc la convivialité qu'on a dans un espace commun, elle est énorme. Il y a le micro dans la bouche. Non, ça c'est irremplaçable. Autant que l'espace gagné. Et on en revient à Le Corbusier, encore et toujours lui, cette entrée unique qui permet aux gens de se croiser. Pierre Lévy, vous voulez réagir ? Oui, dans les espaces partagés, dans l'économie des espaces, c'est vrai qu'il y a des pistes de réflexion. Il y en a une qui est le partage des chambres, parce que c'est vrai qu'on a tous fait ce parcours d'habitants, surtout les plus âgés. Bon, on a des chambres pour nos enfants, puis nos enfants s'en vont, et donc on a des chambres disponibles. Et c'est vrai que dans tous les logements, que ce soit copropriété, logements sociaux, il y a des appartements qui sont trop grands par rapport à leur occupation.
Alors, c'est vrai que nous, on essaye en tant qu'architecte, il y a des confrères à Paris qui essayent de faire des chambres partagées entre 2 appartements, mais c'est vrai qu'on bute sur des complexités législatives, enfin des complexités de réglementation, parce que l'électricité, est-ce qu'il est à un appartement, est-ce qu'il est à l'autre? Voilà, donc assez rapidement, ça devient presque des petits studios comme vous avez fait vous. Ça, je trouve que c'est une piste de réflexion, parce que ça permettrait d'avoir un espace plus économe. Il y a une autre piste de réflexion qu'on voit dans les projets aussi avec des confrères, c'est le partage dans l'activité, c'est-à-dire arriver à mixer logement et travail, c'est avoir des immeubles qui puissent être réversibles en termes de fonction, parce qu'on voit que le besoin de logement, besoin de bureaux peut varier dans le temps, et si on a des constructions qui sont suffisamment souples et qui peuvent s'adapter à une autre, à l'un des 2 fonctions, on est plus économe. On est aussi plus économe sur le transport, si on arrive à travailler pas trop loin de là où on habite. Donc ça, je pense que ça peut être des pistes de réflexion. Oui, moi, comment dire, par rapport à ces espaces partagés, je pense que sur les 30 et quelques années qu'on a vécues, ces espaces ont été parfois totalement désertés et actuellement, par exemple, surutilisés. Donc, bon, ils existent dans certaines opérations immobilières. C'était à la Villeneuve de Grenoble, par exemple, où il y avait aussi des locaux en bout de couloir qui étaient disponibles. De là à les rendre vivants, utilisables, c'était un petit peu compliqué. Il faut qu'il y ait tout un travail de relations, d'animation et de rencontres entre les gens pour qu'il y ait un peu un suivi, quoi. Donc, bon, voilà, je pense il faut que les lieux existent, c'est sûr, hein, mais en même temps, il faut aussi que la vie sociale soit assez dense pour qu'elle puisse continuer à produire son effet, justement, soit en termes économiques, mais surtout aussi en termes relationnels. Enfin, c'est ça qui est solidaire, en fait, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'espace partagé quand il faut aller frapper chez la voisine qui s'est cassé la jambe et à qui on va aller faire les courses. Et ça, dans n'importe quel immeuble de France, on peut le faire aussi, hein, mais encore faut-il qu'il y ait ces relations de voisinage qui existent aussi, quoi, voilà. Mais alors justement, c'est très intéressant ce que vous disiez, et notamment sur les espaces partagés qui peuvent ne pas être forcément utilisés, notamment lorsqu'il n'y a pas toutes ces relations sociales autour. C'est ce qui me fait dire que, ok, vous venez de me convaincre juste avant sur l'intérêt de partager des espaces au-delà même des habitats participatifs. Maintenant, est-ce que c'est faisable vraiment au-delà des habitats participatifs et au-delà de, alors je crois que Sabrina Bresson a dû partir, mais au-delà de la maison radieuse de Rezé avec tout l'historique qu'elle a et toute la valeur patrimoniale. Est-ce que demain, Pierre Détry, vous concevez un logement qui n'a rien de participatif, est-ce que vous allez mettre une salle commune et est-ce qu'elle sera utilisée? Enfin, je dis Pierre Détry pour poser la question à tous autant que vous êtes. Je peux témoigner, ma fille a acheté un appartement à Lyon dans le cadre d'une copropriété, d'une VFA. Donc tout ce qu'il y a de plus classique, c'est quand même dans une ZAC, il y a un espace partagé. Et est-ce qu'il est utilisé? Non, mais vous voyez. Alors ça a été livré il y a 3 ans, mais réunion de copropriétaires, pour quel usage on va mettre dans l'espace partagé. Donc réponse dans quelques années, savoir si ça vit ou si ça ne vit pas. Alors il y a un autre témoignage qui est assez amusant, parce que sur le village vertical, les villageois, par cette pratique du partage, de la concertation, de la non-violence, de la discussion, ils arrivaient à faire vivre leur groupe assez facilement. Et de l'autre côté, il y avait une copropriété classique, certes sociale, mais classique, et qui regardait ça et disait et nous, quoi. Voilà, et ils voyaient clairement que les villageois étaient mieux outillés pour vivre ensemble qu'eux en tant que copropriétaires. Et ils ont pu réussir à intégrer quelques éléments dans Oui, leur copropriété. il y a eu des fusions un peu entre les deux, pas tous. Certains, c'était plus difficile. Mais il y a des copropriétaires qui sont venus dans la copropriété parce qu'ils n'ont pas souhaité aller dans le village vertical ou ils n'ont pas pu, mais qui étaient de même sensibilité. Puis il y a quelques copropriétaires qui ont acheté ici parce que c'était un peu moins cher, parce que c'était le bon quartier, qui ne comprenaient pas ce qui se passait à côté. Et là, c'était difficile, quoi. Carole Samuel, et puis ensuite on va faire passer un micro dans le public, quand même, on avait dit qu'on ferait des échanges. Oui, sur le sujet
Est-ce qu'il peut y avoir des habitats, des espaces partagés qui fonctionnent, même en dehors de l'habitat participatif? Il y a une chose justement qu'on a lancée avec la personne qui m'a formée, qui s'appelle Stéphane Singer. On a lancé quelque chose de différent de l'habitat participatif parce que justement l'habitat participatif, comme c'est écrit dans la loi, c'est participer au montage de l'opération, donc sur la conception et éventuellement sur la réalisation, ainsi que la gestion dans le lieu de vie. Donc il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de participer à tout, mais qui veulent bien avoir des espaces communs. Et nous, on a dit, mais nous, pour nous, c'est pas de l'habitat participatif. Donc soyons bien clairs. Donc on a inventé autre chose. Ça s'appelle Méli-Hello. C'est un joli nom pour dire hello. C'est l'idée de dire, en fait, il y a plein de gens qui s'intéressent à la valeur ajoutée de l'habitat participatif, mais ça se décrète pas finalement tant que ça. On a vu, ça s'est dit dans les propos, c'est ce que redisait Luc là juste à l'instant, c'est pour ça que j'ai l'idée d'en parler. Il faut qu'il y ait un petit peu quelqu'un qui soutienne cette création de liens, cette cohésion un peu de groupe. Donc on a pris en fait, nous, ce qui est un peu l'une de nos compétences, c'est l'animation, qui permet d'aider les personnes qui vont habiter dans un nouveau lieu. On les aide à faire connaissance quelques mois avant qu'ils rentrent dans les lieux, et puis on les aide à découvrir un projet commun qui soit très modeste. Mais c'est OK, moi je trouve que c'est vraiment OK de faire ça, et puis on les aide à mettre en place avec les petits outils qu'on a pu voir là, les tableaux d'affichage. Moi je les remarque toujours sur les photos des projets d'habitat participatif, c'est le tableau d'affichage, ça aide les personnes à se coordonner comme on le voyait pour la voiture. Donc on a développé cet outil pour aider, c'est vrai, les promoteurs qui essayent de prendre en main un petit peu ce sujet des espaces communs dans leurs projets. C'est que des projets de promotion privée, on n'est pas dans du logement social, là, si? Là, on est plutôt sur, on va dire, de l'accession plutôt libre. Après, justement, merci, c'était le deuxième point que je voulais dire. Dans le social, parce qu'en fait, j'avais plein d'idées en tête au niveau de la question mixité sociale, logement social, puisque c'est quelque chose que je porte assez fort, et puis l'habitat participatif en quartier politique de la ville. Moi, je suis très engagée là-dedans. Donc, j'avais pas mal d'idées en tête pour partager des témoignages. Et là, sur le sujet des espaces communs, donc par exemple, ce n'est pas un habitat participatif. Et il y a en fait à Lyon un bailleur social qui s'appelle Solar, qui est plutôt un petit bailleur social, qui en fait voyait qu'il y avait une de ces barres d'immeubles, comme on appelle, où ça marchait pas trop, il y avait un petit peu de difficultés, disons, de sécurité, de civilité, quoi. Et en fait, il a eu l'idée, il y a longtemps, c'était il y a pas mal d'années quand même, il y a, je dirais, début des années 2000, il a eu l'idée de créer un poste salarié. Il n'a pas appelé ça comme ça, mais c'était un peu comme une concierge, comme on avait il y a longtemps dans les immeubles. Moi, dans l'immeuble de ma grand-mère, il y avait une concierge et c'était bien, elle savait tout, elle aidait les gens à se mettre en lien quand ils avaient des besoins. Et en fait, il a mis en place ce poste qui était juste une salariée qui était là pour créer du lien entre les personnes. Et cette salariée, elle avait pour but de ne plus être là dans le temps. Donc, créer du lien entre les personnes qui développent un projet commun et qu'après, ils le portent eux-mêmes. Donc, il a fallu du temps parce que là, on est sur un public qui n'est pas le public de l'habitat participatif qui va avoir plein d'idées et savoir comment s'y prendre. Donc, cette salariée, elle est allée auprès de chacun des habitants. Il lui a fallu du temps pour avoir la confiance de ses habitants et que les habitants disent un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient envie. Et par exemple, pour la petite anecdote, il y avait une dame qui avait bien envie de faire comme une friperie pour échanger des vêtements avec ses voisines. Sauf qu'elle avait besoin d'un lieu parce qu'on n'est pas dans un principe où on va recevoir chez soi, en fait. Là, voilà, cette personne, elle avait bien envie de faire ça, mais elle n'avait pas envie de le faire chez elle. Donc, elle avait besoin de ce fameux espace commun. Donc, cet espace commun a été un peu mis en place dans un bâtiment qui était déjà existant par le bailleur social pour pouvoir permettre à des initiatives comme celle-là de se mettre en place. Puis alors, ce qui est plus accessible, c'est les petits espaces verts à jardiner ensemble plutôt qu'il y ait un jardinier qui vienne. Ça commence souvent par là, effectivement, et c'est très, très intéressant ce témoignage, et notamment cette idée d'un poste qui ne serait pas pérenne dans le temps. On peut imaginer, pour un bailleur, évidemment, c'est un surcoût qu'il n'est pas forcément prêt à assumer d'avoir un poste de concierge ou de facilitateur de relations, on va dire. Maintenant, si cette personne est là que dans un temps précis, on peut imaginer qu'un bailleur social, dans tout son parc de logements, va pouvoir déplacer cette personne au fur et à mesure sur des projets différents. C'est
ça fait partie des pistes que je suis content qu'on puisse ouvrir aujourd'hui. Pardon ? Ouais. Tu veux conclure sur ce point-là, Pierre ou, ok. Et alors, juste ensuite, on ouvre la discussion. Parce que, c'est pas tout à fait une conclusion. Réponds sur ce point-là, mais Sur ce voilà, point-là, on ouvre la un truc discussion. très rapide, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé avec du coup des groupes qui sont hyper motivés et puis qui ont plein de supports, et c'est hyper compliqué à partager l'espace. Donc je me dis, des gens qui n'ont pas de support et qui ne sont pas motivés, c'est encore beaucoup plus compliqué. Mais ça ne sera pas la seule chose que je veux dire. C'est qu'après, une autre façon de dire, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? Eh ben ouais, là par contre, oui, ça s'appelle faire de la politique. Et un truc qui m'est cher, c'est qu'on parle beaucoup de la politique du logement, et en termes de politique publique, on parle de la politique du logement. Et je crois, je ne suis pas le seul à le dire, qu'on est en train de passer dans quelque chose qui s'appelle la politique de l'habitat. Encore une fois, je redis, c'est pas pareil, le logement et l'habitat. Donc, c'est compliqué ? Oui, c'est très compliqué. Ça vaut le coup ? Oui. Mais je pense qu'on en est persuadé que ça vaut le coup, et d'autant plus quand on se rend compte de la valeur de ces espaces partagés. Enfin, en fait, c'est un peu un jeu de domino, c'est-à-dire qu'on comprend la nécessité d'inclure des espaces partagés dans les logements, mais encore faut-il les faire vivre, et du coup on est gagnant dans tous les plans, puisque ça permet aussi de créer une vie de voisinage. Alors, je me rapproche à nouveau parce que sinon je ne vois pas grand-chose avec la lumière. Est-ce que, voilà, comme tout à l'heure, est-ce que si vous avez des questions, des témoignages, des expériences à relater, on commence avec vous, madame, et si vous voulez juste vous présenter avant, si vous voulez bien. J'habite avec Luc Chignard au Naïf. J'ai 2 points, j'essaie de me souvenir des 2 points. Un, sur les espaces partagés, il y a souvent nos petits logements, puisqu'on a fait le choix d'un plus petit logement pour avoir des grands espaces. Les petits logements ont été dessinés avec peu d'espace de rangement. Ah, ouais. Et ça retombe bien souvent. Chacun dit oh, bah, ça peut servir dans la salle commune pour les communs. Et on se retrouve avec ceci, cela. Et donc il nous est arrivé de prendre tout, mettre tout dans la cour et dire bon bah si ça tient, ou alors c'est repris, ou alors on va à la déchetterie. Mais il y a un problème quand même je m'adresse aux architectes, de faire penser aux espaces de rangement pour les propriétaires et les locataires. Et on peut les mettre dans les espaces communs ou on peut les mettre dans les espaces privés, mais il y a à discuter là. L'autre chose, c'est que avec le bailleur social, la règle, c'est qu'on rentre bien dans notre logement avec plusieurs critères, le nombre de personnes et le revenu. Et vieillissant, on reste dans notre logement. Si notre salaire a augmenté, on y reste. Mais si on veut changer, permuter, parce que, par exemple, on est dans un F5 avec nos gamins, les enfants s'en vont, on veut être dans un F3, on ne peut pas permuter parce qu'il faut re-rentrer recommencer la commission d'attribution. Donc, peut-être sur le plan de l'architecture, là aussi, est-ce que ça serait intéressant de penser à des logements qui pourraient devenir 2 logements ou une certaine indépendance pour, quand on vieillit, on se retrouve seul, être en cohabitation. Mais une cohabitation moins proche que quand on est étudiant. Voilà. C'est 2 questions. Merci beaucoup pour ces 2 questions. Pour la première, Pierre Lévy va vous dire que l'architecte n'est pas responsable de tous les maux du logement. Je vais le laisser le dire dans un instant. Et pour la deuxième question, je veux bien que vous reveniez là-dessus, sachant que vous l'évoquiez un petit peu, hein, cette idée de pièces partagées. Alors, ça me fait penser, il y a un enjeu aussi du côté du bailleur à assouplir aussi les règlements. Tout à l'heure, Jean-Marc Chazot, vous allez répondre alors après Jean-Marc Chazot, mais tout à l'heure, vous nous disiez, voilà, il y a encore des règles à faire évoluer, peut-être que celle-ci pourrait être intéressante. Maintenant, en matière d'architecture, c'est vrai, vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, Pierre Lévy, mais si vous pouvez un peu préciser, qu'est-ce qu'il est possible de faire au-delà du partage d'espace, en tout cas pour offrir plus de souplesse dans le mouvement entre les appartements. Je vous laisse la parole.
Alors, la souplesse, ce serait de pouvoir partager une chambre. Par exemple, on met une chambre entre 2 appartements et on a fait que cette chambre soit un appartement, soit l'autre. Ouais, ça serait une souplesse, mais actuellement, il y a un personnage dont vous n'avez pas cité dans l'acte de construire, qui est le contrôleur technique, qui est notre gendarme à tous, et qui est là pour faire respecter la loi et toutes les règles de construction. Et en fait, un appartement, c'est une installation électrique avec un disjoncteur à l'entrée de l'appartement. Et quand on doit être dans l'appartement, si on fait sauter le disjoncteur, on doit couper toute l'électricité de tout l'appartement. Donc en fait, dissocier une chambre, on bloque sur cette complexité. Donc soit c'est un tout petit studio avec sa propre électricité, son propre consuel, sa propre alimentation. Je ne sais pas s'il y a un échappatoire, je ne sais pas s'il y a des techniciens dans la salle. Est-ce qu'on pourrait faire une chambre avec 2 réseaux électriques? Mais ça, je ne pense pas que ce soit accepté, parce que s'il y a un problème dans cet espace-là, on le disjoncte du côté où c'est en usage, mais ça voudrait dire qu'il y a encore de l'électricité de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas d'autres pistes, c'est vraiment ça qui est un bloquant, et j'imagine que vous avez pu vous interroger sur la question. Il y a peut-être une chose pour les jeunes archis, puis bon, pour les habitants, c'est qu'en fait, quand on a un groupe d'habitat et qu'on a des citoyens, je dirais, en face de nous, on a envie d'être créateurs, on a envie d'être novateurs, on a envie d'inventer. Donc les habitants viennent avec plein d'idées, c'est le foisonnement, mais après, on est confronté effectivement au respect de toutes les règles de construction. Voilà, et en fait, il faut bien choisir son bureau de contrôle. Outre le fait de bien choisir son architecte, il faut bien choisir son bureau de contrôle en fonction de ce qu'on veut faire, notamment s'il y a du biosourcé, voilà, ou s'il y a du passif ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, il y a une discussion qui est très vive sur les règles de construction. Les règles de construction, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est un enfer, quoi. Voilà, on a un système qui est normé. Alors, il y a des côtés bénéfiques, hein. Il n'y a pas trop d'accidents, pas trop d'immeubles qui brûlent. Au Moyen-Âge, les villes brûlaient en totalité. Hein. Quand il y avait un incendie, c'était la totalité de la ville qui disparaissait. Maintenant, bon, il y a quelques incendies en France qui sont meurtriers, mais ça reste limité. Mais le prix à payer pour ça, c'est qu'on a un contrôle qui est drastique de nos modes de construction. Sur le premier point, rapidement, sur la question des rangements, et ensuite on laissera la parole à Jean-Marc Chazot. Alors les rangements, c'est vrai, bon, parfois les architectes les oublient, d'autres les mettent. C'est vrai que c'est toujours le débat entre le rangement qui est intégré au logement ou le rangement qui vient avec le meuble. Nous, on fait plutôt quand même des rangements intégrés au logement. C'est souvent plus ergonomique. Voilà. Après, il y a un autre débat qui est lié à l'habitat participatif. C'est qu'en fait, dans les espaces de circulation, normalement, il ne devrait pas y avoir de rangement. Voilà, toujours pareil, la sécurité, on doit veiller à la sécurité des personnes, et notamment en cas d'incendie, toutes les circulations, elles doivent être libres d'encombrants, libres de meubles, pour pouvoir évacuer les personnes jusqu'à l'extérieur. Ce qui ne nous empêchait pas de voir tout à l'heure dans les images, je crois que c'était celle qui était présentée ce matin par Pierre Servin, des circulations qui m'avaient l'air être bien occupées tout de même. Peut-être qu'on fait fi de certaines... réglementaires, quoi. Ouais. Et bon, pas 100% sécure non plus, parce que bon, le fond du problème, c'est quand même évacuer les personnes et mettre les personnes en sécurité. Jean-Marc Chazot. Moi, je voudrais surtout intervenir sur tout ce qui correspond au social dans ces habitats participatifs. Alors nous, on a la chance de voir que le groupe qui va arriver sur notre quartier, il n'a plus les mêmes contraintes que nous, parce qu'il faut à tout prix finir ce quartier. Et c'est assez paradoxal de dire que dans le projet initial de l'écoquartier, ceux qui ont jeté l'éponge, c'est les promoteurs. C'est sûr que ce n'est pas leur boulot de construire. Et on leur a accepté de faire un projet beaucoup plus multiple, avec du social, avec des bailleurs sociaux. Et je crois que les bailleurs sociaux ont commencé, et pas que, hein, quand j'entends Carole qui bosse pour l'EPAS aujourd'hui, et que je vois l'EPAS, son ouverture sur l'habitat participatif. L'EPAS, hein, l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. L'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne. Je suis très content et en même temps un peu ironique parce que ce n'était pas du tout leur position au début et ils nous avaient même pris de haut avec notre petit écoquartier. Mais c'est bien que ça évolue et les bailleurs sociaux, ils ont une vraie clé pour ouvrir dans l'avenir. Et c'est pour ça que nous, là je prends ma casquette, alors je n'en avais pas, j'avais un chapeau mais il est dans la salle, de Réseau Coaptitude 42, on a besoin de faire avancer les choses sur le plan politique, c'est-à-dire rencontrer les décideurs qui sont multiples et on espère que l'habitat participatif dans le futur sera partie prenante encore plus des décisions,
Mais pour ça, il faut quand même avancer avec les politiques, avancer avec les bailleurs. Et c'est le rôle d'une association comme Coaptitude. Et dans ce qu'on... alors, on a choisi le même nom que Lyon, parce que ça nous plaisait bien, parce que dans Coaptitude, il y a habiter, habitude. Le nom lui-même dit bien qu'il faut être prêt à habiter avec d'autres, à cohabiter. Donc c'est vrai que ce nom allait très bien. On a demandé à Lyon si c'était gênant qu'on prenne le même nom et qu'on rajoute 42. Ils nous ont dit non. Oui, donc on l'a fait. Non, ils vous ont dit non. Ils nous ont dit non. Je crois, on a pu le faire, pardon. Mais aujourd'hui, on voudra aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut faire parler plus de l'habitat participatif. Tu l'as dit, il y a des groupes qui existaient, et ils n'étaient pas très nombreux à l'époque, qui ont pu influencer le travail sur la loi Allure, mais ça n'a pas suffi, puisque la loi Allure, entre autres, a créé une société qui s'appelle la SE2A, Société d'autopromotion et d'attribution, et elle n'est pas utilisable parce que les banques ne la suivront pas. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça, pour le faire avancer, il va falloir que les gens se mobilisent pour l'habitat participatif. Et c'est une des réponses dans une ville comme Saint-Étienne, qui est quand même en crise du logement, mais dans le sens inverse de la plupart des grandes villes. Et c'est une solution pour créer de l'habitat là où on n'arrive pas à le créer autrement. Donc simplement, alors là, je garde bien ma casquette. Si des personnes ici sont intéressées pour être tenues au courant de ce qui est proposé par Coaptitude, avec des visites, d'ailleurs, au tout début de l'association, on avait été chez Luc et on avait bien apprécié de visiter d'autres habitats dans d'autres villes. Laissez-moi vos coordonnées à la fin. On vous mettra dans le mailing de Coaptitude 42. J'arrête la parenthèse de la pub personnelle. Voilà, mais il me semble que dans le futur, si on veut développer l'habitat participatif, il faut qu'on soit plus offensif, plus politique et qu'on fasse bouger tout ce qu'il y a autour. Parce que tu as raison, il y a des règles. Nous, quand on a construit, on a été vachement emprisonnés par les règles. On construisait pour nous-mêmes, mais en coopérative. Donc, on devait appliquer tout ce qui était dans le logement collectif, sur le handicap, par exemple. Toutes ces choses-là, même pour des parties qui étaient privatives. Donc c'est vrai que c'est compliqué si on veut faire... entre l'habitat privé et l'habitat collectif, on est au milieu et c'est encore pas très défini malgré la loi Allure. Je me retourne à nouveau du côté du public si, voilà, à scruter les mains qui se lèvent. Voilà. Et alors, même consigne, si vous voulez bien vous présenter avant d'intervenir, s'il vous plaît. Bonjour, Suzelle, étudiante designer. J'ai une question pour Pierre Servant. Vous parliez du fait que les portes chez vous sont ouvertes du coup entre les espaces privés et semi-privés. Et je voulais vous demander qu'est-ce qui pour vous, enfin quelles sont les composantes qui fait que ça marche d'après vous chez vous. Du coup, j'ai pas bien compris, c'est sur les portes fermées et ouvertes ou c'est sur... Non, le fait que les portes soient ouvertes du coup entre les appartements et... non, je disais à clé, hein. Elles sont pas fermées à clé, c'est ça que je voulais dire. Ok. Et après, c'est pas forcément chez moi. J'avais en tête là les 16 habitats que je connais où il y a très très souvent les portes sont pas fermées à clé, les gens partent sans fermer à clé. Ce qui n'empêche pas des cambriolages, cela dit, je le dis bien. Mais je trouve ça, je disais ça pour témoigner un sentiment de sécurité qui est très fort. Et pour vous, du coup, c'est lié au fait que vous vous connaissez déjà ou Oui, c'est ça. C'est lié au fait qu'on se connaisse déjà, ou en tout cas qu'on soit en expérience commune là, de confiance les uns avec les autres, et puis tous les supports dont j'ai parlé qui fait que du coup on se sent en confiance. Il y a ce fameux truc là de se dire le thème de la sécurité il est important. Enfin, on parle souvent des résidences fermées. Je ne sais pas si vous savez ça, les résidences fermées sécurisées, gated communities, où il y a du coup il y a plusieurs choses qui sont recherchées, parmi lesquelles la sécurité, évidemment. Et ben là, je dis que dans ces habitats-là, il y a aussi une forme de sécurité. C'est pas la même, et ça passe surtout pas par la même dispositif. C'est certainement pas les murs, justement pas. C'est pas les caméras de surveillance, justement pas, et tout ce genre de choses. Mais il y a quand même un sentiment de sécurité, et c'est important de dire que ça fait partie de l'habitat, la sécurité. Notamment le fait que des gens qui disent, moi, si j'ai une galère, eh ben, je sais que je suis accompagné, que je suis entouré de mes voisins qui pourront m'aider. Si jamais j'ai un problème aussi, que je ne peux pas rentrer, et du coup, qu'est-ce qui s'occupe de mes enfants? Tac, 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 hop, c'est bon, c'est rapide. Et ça s'appelle de la sécurité aussi, une forme de sécurité, et ne serait-ce, enfin, et aussi une forme de sécurité affective. Merci pour votre question. On en a une en haut de questions. Si vous savez, il fait beaucoup moins chaud ici qu'en bas avec les projecteurs. Donc voilà, si ça peut vous rassurer, je ne sais pas.
Moi, je suis Céline, je travaille pour Saint-Étienne Ville d'Arrêt d'Histoire, donc service de valorisation patrimoniale. On a parlé uniquement là de projets en construction. Est-ce qu'il existe des projets qui portent des valeurs d'habitat participatif dans du bâti ancien en rénovation? Allez-y, Carole Samuel. Je peux répondre assez directement à la localité de Saint-Étienne, puisque là c'est une question de Saint-Étienne. Il y a un projet d'habitat participatif sur un bâti ancien. C'est un projet de coopérative d'habitants, pour le coup. Donc là, le groupe, au départ, ne savait pas trop s'il voulait faire du neuf ou de l'ancien. Et pour des raisons une réflexion sur les énergies carbone, ils sont orientés vers plutôt de la réhabilitation, et également parce que ils trouvent qu'il y a plein de bâtiments qui sont déjà présents et ça n'a pas de sens pour eux, au même titre que les castors, de grignoter des terres non perméabilisées, je crois. On dit comment? Voilà. Donc oui, tout à fait, il y a des groupes qui s'engagent sur cet axe-là, et il y a vraiment plusieurs types. Donc voilà. Tiens, c'est marrant parce qu'on essayait tout à l'heure, on essaye aujourd'hui de voir de quelle manière l'habitat participatif peut influencer un habitat plus conventionnel. Et pour le coup, ça c'est une réflexion qui est très portée désormais. Alors elle ne se met pas toujours en œuvre, mais en tout cas dans l'idée, dans le cadre de l'architecture conventionnelle, de l'habitat conventionnel, l'idée de réutiliser des lieux déjà en place. Et c'est vrai que c'est intéressant que le logement participatif puisse aussi se faire dans ces endroits-là, parce qu'effectivement, ne serait-ce que écologiquement parlant, c'est toujours beaucoup plus intéressant d'aller sur un endroit où les terres sont déjà imperméabilisées et le bâti est déjà là, on ne détruit pas, effectivement, on détruit moins, quoi. Plusieurs exemples à Lyon. Est-ce qu'on... Il y a un exemple, oui, Pierre, tu veux le citer, le moulin à la Gargouze. Également, là aussi, il y a même une notion intéressante sur la question de la propriété. C'est-à-dire que là, il y a un bail amphithéotique, c'est-à-dire que la propriété du bâtiment reste à la ville de Lyon. Et le groupe, du coup, par l'effet du bail amphithéotique, a la responsabilité de le réhabiliter. Donc le groupe le réhabilite et on a l'usage, pour les 99 ans, reconductible, tacitement reconductible. Donc c'est un schéma un petit peu qui se veut complètement pérenne, quoi. C'est-à-dire complètement éternel, quoi. Donc là aussi on a un peu les deux sujets qui sont pris, la réhabilitation, éviter d'imperméabiliser les sols, et un lien de soutien entre la ville et pour un projet d'habitat participatif. Jean-Marc Chazot, on vous écoute. Je voudrais compléter, l'habitat participatif est très très divers, mais il y a aussi de plus en plus de projets, voire de réalisation d'habitat léger. Et la loi Allure a notamment permis de réserver des zones, mais c'est pareil, c'est pas simple à appliquer. On a par exemple dans la Loire, vers Saint-Barthélemy-l'Estras, c'est entre Feurs et l'Arbrel ou dans ces eaux-là, mais c'est dans le département de la Loire, un habitat, un éco-hameau de yourtes. Et il est en cours, ils ont déjà construit 4 yourtes, dont une commune. Ils ont d'autres projets, mais pour le moment, ils sont bloqués parce qu'ils sont sur la recherche de faire valider, et c'est la préfète de la Loire qui va donner ou non son aval, le côté pérenne de leur situation. L'habitat léger, c'est un habitat qui justement ne peut pas avoir de permis de construire, ne peut pas s'établir. Et des choses ont changé, mais ne sont pas encore vraiment appliquées. Et on est curieux de savoir s'ils auront cette autorisation. Mais l'avantage de l'habitat léger, c'est que le jour où ils s'en vont, il reste quelques plots de béton. Par exemple, les yourtes, c'est intéressant de le visiter. Ils font d'ailleurs des portes ouvertes. Ils s'appellent le Touneau, si des gens sont intéressés, pour aller les visiter. Une fois par mois, ils font des portes ouvertes. Et c'est une implication beaucoup moindre sur l'environnement, mais c'est aussi une possibilité de pouvoir habiter à moindre coût. Ils sont d'ailleurs, ils ont mis en copropriété leurs différentes propriétés, mais c'est à des coûts qui sont bien moins chers que du neuf, bien moins chers que la réhabilitation, et écologiquement, ça tient la route. Donc l'habitat participatif, c'est une multitude de projets très divers. Donc c'est intéressant de savoir qu'il existe des choses comme ça. Merci pour toutes ces références. Et alors on a une... Ah ben voilà, Géraldine, je vais donner le micro. On parle toujours de la construction de l'habitat ou de la réhabilitation, mais de l'habitat temporaire, c'est vraiment nous, sur l'expo, quand on a travaillé sur la micro-architecture, c'est vraiment une des grosses tendances
actuelle. Et la tendance aussi est de se dire qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les nouvelles générations qui arrivent, la notion de propriété, elle n'est plus du tout pareille. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi. Et que donc, en fait, l'idée de l'habitat temporaire permet ça. C'est-à-dire qu'on dépend de rien. Voilà, et on peut partir et on peut laisser. Et ça, c'est vraiment aussi notre génération. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans la dimension du patrimoine, de la filiation, de ce qu'on se transmet à la génération future, comme on l'a pu être pendant des siècles en France, en tout cas. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres pays. Hein. On n'a pas du tout la même valeur patrimoniale du bâti. Et en France, ça, c'est vraiment en train de changer, en tout cas à l'échelle de l'Europe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens, oui, effectivement, ils sont sur du temporaire. On a un vide sanitaire au niveau législatif, parce que l'habitat temporaire n'est pas reconnu. Donc, il y a des gens qui vont construire des tiny houses et puis qui vont se retrouver expulsés, voilà, tout simplement, parce qu'en fait, ils sont sur un terrain, mais ils n'ont pas de permis de construire. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont sur ces modèles économiques. C'est-à-dire qu'ils vont, pour 15 000 €, avoir un espace de 25 mètres carrés, suffisant, autosuffisant, c'est-à-dire sans dépendance de l'eau, si on pousse le sujet, de l'eau, de l'électricité, de la lumière, donc sans problème de branchement, parce que finalement, ils vont dépasser ça avec leur propre éolienne ou leur propre système d'autosuffisance, qui fait qu'à un moment, ils ne dépendent plus du tout du système. Alors, c'est des modèles qui sont très alternatifs. On en a pas mal aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, en Allemagne aussi, qui va arriver en France et qui va être dans cet habitat participatif où ils peuvent avoir après une tiny house ou un habitat temporaire qui est commun, en fait, et qui vient compléter ce qu'on a déjà. Ou simplement utiliser l'espace qui est dehors, quoi. C'est-à-dire que le rapport à l'espace extérieur, il n'est plus du tout le même et qu'on a aussi tendance à vivre plus dehors que vivre dedans. Alors après, ça dépend où on habite, on est bien d'accord, et du climat, mais ça, c'est des vraies tendances, pour moi, d'habitat participatif où on n'est pas forcément dans le foncier. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus à ce niveau-là. Je sais pas, Le Corbusier lui-même, je ne crois pas qu'il possédait la propriété du terrain, non, du cabanon. C'était... Ah si, d'accord, bon, mince. Bon, ben voilà, on ne peut pas toujours faire appel à Le Corbusier. Pardon, alors, désolé. Alors, est-ce qu'on aurait une intervention ? Peut-être que ça sera disons que ce sera l'avant-dernière. Alors comme ça, voilà, et je vous laisse. Okay. Merci. Dominique Bedouin, je suis de Firminy et je m'intéresse à l'habitat participatif parce qu'on a un projet d'en créer un. Juste pour apporter dans la diversité, au-delà de l'habitat, il y a aussi la question du travail, et c'est vrai que Pierre Lévy l'a souligné. En milieu rural, en tout cas, il y a pas mal d'habitats participatifs qui s'associent avec des lieux d'activité professionnelle et en plus qui peuvent devenir peut-être des tiers-lieux qui rayonnent sur le territoire avec des points de rencontre divers et variés. Voilà, c'est très très varié. Et effectivement, enfin, le tiers-lieu est un petit peu présent malgré tout dans nos discussions depuis tout à l'heure comme un horizon. Enfin, c'est encore autre chose à définir et pardon, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire. J'ai perdu le fil de la pensée, mais je vous remercie de citer ça parce que ça répond à d'autres problématiques, mais en tout cas, on voit bien la filiation entre tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui et effectivement le tiers-lieu, et notamment la réutilisation de friches pour en faire des nouveaux usages. On est un petit peu dans la même discussion. Alors voilà, est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière intervention ? Et c'est pas du tout la pression que d'avoir la dernière intervention. Il ne s'agit pas de conclure toute la journée, mais peut-être s'il y a un autre apport à nos discussions ou une question, une précision. Vous allez le regretter, hein, je vais aller me rasseoir dans un instant. Bon, très bien. Sur la notion qu'explique la Dominique, je trouve qu'on est complètement dans la thématique du jour. Est-ce que c'est une solution pour demain, de partager des espaces ? En fait, là, on appelle ça techniquement la mixité des usages. Et la réflexion qu'on a tous eue avec cette aventure de pandémie internationale, justement, cette mixité d'usages peut répondre à des enjeux on dit que l'habitat participatif favorise
les déplacements doux, mais du coup, avoir un habitat participatif dans lequel il y a des espaces de travail peut permettre que le télétravail soit plus confortable que de le faire de chez soi. Ben voilà, on boucle un petit peu la boucle. Alors, je ne sais pas s'il y avait un dernier mot des uns ou des autres, peut-être Pierre Lévy. Une autre expérience lyonnaise avec Cologie, qui travaille sur de l'habitat un peu dégradé, qui sont des habitats parfois trop grands pour une seule acquisition et qui sont partagés par plusieurs familles. Et c'est vrai que dans le cadre de Saint-Étienne ou dans le cadre de petites villes où il y a des habitats qui sont souvent en mauvais état, avec un marché immobilier qui est pas suffisamment porteur pour reprendre la totalité de l'habitat, le fait de pouvoir le partager dans une petite ville, ça peut être aussi une solution collective. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravi qu'on termine sur ces 2-3 petits témoignages-là parce que on a parlé là depuis le début de cette journée de ce qui va permettre le partage. On voit que c'est multiple entre voilà, des envies beaucoup, mais aussi des possibilités et notamment architecturales ou matérielles. On a vu aussi ce qui pouvait mettre en péril ce partage-là, que ce soit, on l'évoquait, les caractères individuels des uns et des autres, certaines hétérogénéités dans des groupes constitués ou même des volontés qui n'étaient pas communes. Donc on était vraiment sur cette question du partage et comment on pouvait l'intégrer depuis un habitat participatif vers un habitat plus conventionnel. Et finalement, je suis ravi de voir, voilà, en tirant le fil et à partir de ces discussions-là, en fait, on se rend compte que l'habitat participatif peut influencer de bonnes manières de concevoir le logement d'aujourd'hui et de demain. Et puis en fait, à partir de là, on se rend compte qu'il y a d'autres expériences qui sont peut-être moins conséquentes et moins facilement identifiables que l'habitat participatif. Mais on évoque à l'instant des tiers-lieux, on évoque des habitats légers, on évoque tout un tas d'expériences qui, on l'aimerait bien, puissent influencer et faire évoluer le logement. En tout cas, ça nous fait beaucoup de références. Aujourd'hui, on a cité pas mal de projets de tout type et j'espère que toutes ces discussions-là ont été aussi intéressantes pour vous que pour moi. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très très riche et voilà, du coup je voulais vous remercier tous les intervenants et pour tout ce que vous avez pu nous dire et remercier juste à titre personnel, remercier et féliciter aussi pour l'organisation le site Le Corbusier de Firminy parce que voilà, j'ai pris part à cette animation, mais il faut savoir que notamment Estelle qui est là m'a quand même elle est arrivée avec à peu près 17 mails pour bien m'expliquer qui était qui se faisait quoi, etc. Mais parce que ça fait des mois et des mois qu'elle réfléchit à qui sont les bonnes personnes pour parler de ce sujet. Et je crois qu'elle a trouvé vraiment la Dream Team, comme on dit. Merci beaucoup Estelle, merci le site Le Corbusier de Firminy, notamment bien sûr Géraldine Dabrijon, Anne Berthe, Noémie Beauglin. Et merci pour vos interventions et merci beaucoup pour vos participations, votre écoute et votre présence. Je crois qu'on a terminé là. Je ne sais pas si Géraldine, tu voulais dire un petit mot de conclusion. Moi, j'en ai terminé là en tout cas. Peut-être simplement vous remercier de ces échanges parce que c'était intéressant. On n'a pas vu passer le temps. Donc moi, quand je ne vois pas passer le temps, c'est que c'est bon signe en général. Ça veut dire qu'on ne s'ennuie pas. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est un sujet qui, en fait, c'est une première petite partie de ce sujet, mais qu'on pourrait avoir encore d'autres étapes. On vient de l'aborder sur l'habitat temporaire ou sur un immeuble qu'on achète et puis on se met à 3 ou 4 propriétaires à l'intérieur. C'est aussi un habitat finalement partagé. Donc il y a plein de pistes. Ça permet aussi de se dire que la ville de demain et la campagne de demain aura plein de solutions. Et je crois que ça, c'est aussi c'est le message positif. Après, des fois, je me pose juste la question de se dire qu'aujourd'hui, la société civile devient actrice aussi, finalement, de l'habitat, ce qui n'était pas le cas, je pense, pendant longtemps, où les collectivités et l'État étaient peut-être, en tout cas sur le logement et sur l'habitat collectif, qu'aujourd'hui, on est en train de changer nos mentalités, qu'on a aussi envie encore d'être dans l'habitat collectif, parce que pendant longtemps, il a été souvent mis à l'écart. Qu'aujourd'hui, dans les campagnes... c'est aussi pareil, ce qu'on disait que l'habitat participatif est en train de prendre place, même s'il a toujours été là, puisque moi, quand je travaillais sur la Haute-Loire, on avait ce qu'on appelle les biens communs, qui étaient des espaces partagés, et on allait jusqu'à avoir des bois en commun.
partagé. Donc ça, bon, on n'invente rien, on se renouvelle en tout cas. Mais voilà, je voulais remercier nos intervenants, remercier David et puis l'équipe d'avoir fait ce gros boulot. L'année prochaine, je ne sais pas si on aura une journée d'études, on verra. On va travailler, nous, sur une thématique qui sera certainement l'architecture et le sport dans la ville de demain. Vaste sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir des stades de 25 000 places avec un gazon qu'on arrose tous les jours? C'est un vaste débat. Voilà. En tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est voilà, de nouveau des sujets de réflexion qu'on aura et à chaque fois avoir voilà, mesurer les enjeux et nous interroger pour qu'en tant que technicien, professionnel de l'habitat ou de l'architecture ou de l'urbanisme, sociologue, chercheur, on puisse voilà, apporter, soulever des questions et apporter quelques réponses. Merci.